Bon, évidemment, je ne peux pas conseiller disons, les personnes puissent construire sous des lignes haute tension ou même moyenne tension, pour la simple raison qu'on connaît très bien les conséquences. Par exemple, celles qu'on a vécues dans la journée d'hier. 26 personnes à 30 personnes, ce n'est pas peu. Et ce sont des personnes qui méritaient de vivre comme tout le monde. Et ce genre d'accident, je crois qu'on devait quand même prendre des précautions pour... Et lorsqu'on regarde les photos, lorsqu'on entend ce qui s'est passé, eh ben, je crois que les responsabilités sont partagées. D'abord du côté de la Société nationale d'électricité qui distribue, qui a la responsabilité de distribuer le courant à travers la ville. Je crois qu'il y a quand même, j'espère, qu'ils avaient pris des précautions parce qu'il s'agit là d'un câble moyenne tension, si je ne m'abuse. Et c'est un câble aérien en plus. Donc je suppose que les précautions à prendre, c'était d'abord de mettre, disons, les poteaux qui amènent, ou plutôt qui supportent tous ces câbles, les mettre à la terre. Parce que lorsque le poteau est mis à la terre, c'est-à-dire que s'il y a un cas comme celui qui est arrivé, eh ben, ça pouvait avoir disons, une répercussion. Et puis la deuxième responsabilité, évidemment, incombe aux autorités. Parce que avoir l'endroit où l'accident a eu lieu, et d'après ce qu'on nous apprend, c'est d'abord des mamans ou des vendeurs qui étaient sur la grande route, c'est-à-dire la route de Matadi, et qui ont été évidemment chassés de là où ils avaient l'habitude, si vous voulez, de vendre. Alors, ils se sont débrouillés comme tous les Congolais. Ils sont allés, évidemment, dans les ruelles, derrière les bâtiments, etc. Et lesquelles ruelles, évidemment, étaient dans un état déplorable parce que à chaque pluie, eh ben, il y a l'eau qui stagne à ces endroits-là. Et tout, évidemment, tout le terrain était préparé pour que lorsqu'un câble, je suis sûr que ça devait être peut-être un câble de 6600 volts ou peut-être un peu plus, parce que la moyenne tension qui est utilisée actuellement, eh ben, on a vu ce qu'on a vu et je peux vous garantir quand même que un accident qui vise 26 vies humaines, j'ai vu d'ailleurs plus de mamans que des hommes, eh ben, je peux vous garantir quand même que c'est quelque chose qui va tout droit au cœur et ce sont des genres d'accidents qui ne devaient pas arriver dans la capitale dans laquelle nous vivons. Bon, on garde de très très bons souvenirs parce qu'on a travaillé avec le président Tshisekedi pendant des années, comme vous le dites. J'étais d'abord, disons, cofondateur du parti. J'ai été, disons, au comité national. Et puis pendant 12 ans, j'ai géré le secrétariat national aux relations extérieures. Et puis pendant 2 ans et demi, 3 ans, j'étais secrétaire général. Et pendant un an et demi, j'ai été responsable de la commission électorale. Et puis vous comprenez quand même que tous ces postes de responsabilité, les personnes avec qui on a travaillé très, comment je dirais, pratiquement tous les jours, eh ben, c'était les fondateurs du parti dont le président Tshisekedi faisait partie. Et ensuite, avec le président du parti, parce que les dernières années, c'est lui qui était le président du parti, et avec le directoire du parti, au moment où il y avait évidemment une direction collective de direction du parti, et ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire que
C'est une personne qu'on a connue très très bien. Et puis ensuite, il faut remonter un peu l'histoire. On l'avait connu même à l'époque des études. Bien sûr, je suis arrivé à l'université au moment où lui venait de terminer le droit. Lorsque j'étais à l'école secondaire, ils étaient au collège de Campondé. Et tout cela, vous savez, pendant toutes ces années, on avait des échos, on se connaissait d'une manière ou d'une autre. Donc c'est une personne évidemment qui était très proche et que nous avons beaucoup apprécié pendant toutes ces années de collaboration parce que c'était un homme qui appliquait pratiquement tous les critères de leadership. C'était un véritable leader. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est un leader qui savait, disons, déléguer les responsabilités. C'est une personne qui savait communiquer. Donc, il avait la communication, il savait de quelle manière communiquer avec les collaborateurs. C'est une personne qui avait l'esprit d'équipe. C'est-à-dire qu'il savait que pour arriver à un objectif, eh ben, il faut avoir des collaborateurs et avec ces collaborateurs, vous devez viser, disons, un objectif et que tout le monde doit converger vers cet objectif. C'est une personne qui avait l'esprit d'innovation. L'esprit d'innovation remonte déjà à 1982 lorsqu'ils ont mis ensemble, si vous voulez, ce parti qui s'appelle l'Union pour la démocratie et le progrès social. En ce moment-là, on était dans un régime, disons, dictatorial de M. Mobutu. Lui-même faisait partie de ce régime parce que n'oubliez pas qu'il était ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. Il a été ambassadeur du temps de Mobutu, donc il était collaborateur de M. Mobutu. Mais vous savez, comme Moïse, n'est-ce pas, avec... en Égypte, il vivait bien évidemment dans le monde du pouvoir, mais à un moment donné, il s'est rendu compte que le peuple, la population d'où on est sorti, ne se retrouvait pas du tout d'une manière. Et c'est comme ça qu'avec les collègues, ils ont créé ce parti pour pouvoir d'abord démocratiser le pays, arriver à créer, si vous voulez, un état de droit, et puis ensuite, dans un état de droit, on peut avoir le bien-être social de tout le monde. C'est pour cela qu'ils ont dénommé le parti l'Union pour la démocratie. C'est-à-dire, il faut regrouper les Congolais dans une union pour faire quoi? Eh bien, pour aller vers la démocratie, laquelle démocratie devait aboutir à la mise en place d'un état de droit. Et dans cet état de droit, tous les Congolais pouvaient se retrouver dans le bien-être social. Alors, vous voyez que tout ça, il faut avoir l'esprit d'innovation. Donc, je disais que c'était un leader, à mon avis, qui était complet. Et pour ce qui est de l'attrait populaire, ben, il suffit de se rappeler seulement un ou deux de ses voyages lorsqu'il sortait du pays. Et quand il revenait, eh ben, c'était toute la ville de Kinshasa. Hein, disons, on pouvait partir de l'aéroport de Ndjili et puis arriver à Limete peut-être 5-6 heures après. Et tout le monde marchait à pied, toute la ville était dans la rue, etc. Parce qu'il y avait l'espoir qu'avec lui, on pouvait arriver, si vous voulez, au bien-être social. Donc, apprécié, oui, nous l'avons apprécié à beaucoup d'égards. C'est un être humain, il avait ses qualités et ses défauts, mais je crois quand même que... et puis le courage. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Congolais qui peuvent se comparer à ce monsieur en ce qui concerne le courage, et le courage politique, et même le courage tout court. Pourquoi? Parce que en 1982, lorsqu'ils ont décidé de s'opposer à Mobutu, entre guillemets, eh ben, M. Mobutu a réagi comme on pouvait s'y attendre.
Alors c'était les prisons à gauche, combien de fois il a été renvoyé dans son village, et combien de fois on a même attenté à sa vie, etc. Mais pendant toutes les années qu'il a lutté contre ce monsieur, il n'a jamais démontré un seul moment, disons, de découragement. Madame, vous savez que la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est la résultante de deux périodes bien connues dans l'histoire de notre pays. Vous avez d'abord le régime de M. Mobutu qui a pris une trentaine d'années. Vous avez le régime de Kabila qui a pris une vingtaine d'années. Vous additionnez les deux, ça vous arrive à 50 ans. Pendant 50 ans, le peuple congolais a été soumis à toutes ces antivaleurs, si vous voulez, de tous les modèles et de tous les niveaux. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat, c'est la résultante de tout cet ensemble, si vous voulez, dans lequel on a vécu. Vous savez, lorsque vous vivez une période, il y a la télévision, il y a la radio, il y a les conférences, il y a les rencontres. Et on finit, si vous voulez, par vivre dans cette ambiance, dans ce combat, etc. Alors, quand cette période a duré 50 ans, vous pouvez vous imaginer l'ampleur, disons, de ce que nous avons absorbé. Raison pour laquelle, aujourd'hui, quand on regarde ce que nous vivons, vous voyez que la pauvreté aujourd'hui a touché, je crois, le bas de l'échelle. Et puis, si vous regardez dans les antivaleurs dans lesquelles nous vivons régulièrement, la corruption. Mais la corruption est pratiquement généralisée. Et quand on parle de corruption, il faut voir d'un côté les corrupteurs et de l'autre côté les corrompus. Les corrompus et les corrupteurs sont dans le même sac, parce qu'ils sont dans le même antivaleur. Le défaitisme, par exemple, le peuple congolais est devenu défaitiste. Il y en a qui vous diront, Bolingina Salanine, est-ce que Yomotoko Bongisamboko? Est-ce ou bien est-ce que Bongisamboko? Et c'est ça qui sort pour souvent. C'est comme pour dire que certains Congolais ont tout simplement lâché, ils ont compris qu'ils ne peuvent rien parce que le mal est tellement important que lui ne peut rien faire. Alors, lorsque les gens commencent, il y en a même qui vont très loin. Il y a des étrangers qui viennent pour nous embêter avec nos minéraux et tout ça. Mais pourquoi ne pas laisser ces gens prendre tous les minéraux? Quand ces minéraux seront finis, ils vont nous laisser, ils vont nous laisser tranquilles. Alors, vous comprenez le niveau de défaitisme, le niveau de manière que les Congolais, ils sont tellement habitués pendant des années à être coincés, à avoir peur, etc. Et qu'ils se disent, advienne que pourra, on prend les choses telles qu'elles sont. Donc, du côté de la jeunesse, l'enseignement est au rabais, même les quelques-uns qui arrivent à avoir leur diplôme, etc., ne trouvent pas du travail. Le chômage est dans tous les coins. À la fonction publique, mais nos fonctionnaires aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas non plus. Et il s'est créé dans le milieu de la fonction publique des situations très embrouillées, etc. Des sociétés de l'État, la SNEL, vous voyez ce qui vient de se produire, la Régie des eaux, ainsi de suite. Et dans notre classe politique, dans la classe politique, je peux vous assurer que si vous regardez de près, donc ce qui veut dire que la situation aujourd'hui, elle est totalement, je ne dis pas désespérante, mais en tout cas, on est très bas. Alors, lorsque une équipe arrive, et on demande à cette équipe, n'est-ce pas, de redonner du blason à toute cette situation, ils n'ont pas une baguette magique. Donc ce sont des efforts
qui demande du temps, de la patience, qui demande une endurance, qui demande des choses, des efforts continus, etc. Et tout ça doit se faire avec la collaboration de la masse populaire. Parce que si la masse populaire ne comprend pas, disons, là où se trouvent ses intérêts, alors en ce moment-là, on a eu des élections en 2017, bientôt des élections en 2023. Bon, les promesses qu'on a faites là, en 2017, où est-ce qu'on se trouve avec ça? Et puis maintenant, on parle déjà de 2023. C'est pour vous dire que la situation à l'est du pays, regardez un peu mais c'est le mal qui avait déjà poussé, qui avait déjà fait des racines. Alors, si vous voulez maintenant mettre fin à tout ce qui se passe à l'est du pays, il faut beaucoup de patience, il faut, disons, des méthodes nouvelles, il faut des personnes nouvelles, etc. Et je peux vous assurer que tout ça, on ne peut pas le changer du jour au lendemain.